raglan, drop shoulder, set-in sleeve, empiècement circulaire. Vous vous êtes toujours demandé ce que c'était. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 techniques de construction les plus classiques que l'on trouve en tricot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler technique. Alors, c'est une question qui m'a été posée dans mon groupe Discord. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe Discord, n'hésitez pas. Si vous m'envoyez un MP sur Facebook, sur Instagram ou via Ravelry, n'hésitez pas à vous abonner ici aussi, blablabla comme d'habitude. Eh bien, cette question m'a été posée par une des membres de mon groupe Discord qui me disait qu'elle ne savait pas trop les différences de construction au niveau pull. Alors, c'est vrai que c'est un peu perturbant parfois lorsqu'on entend parler drop shoulder, set-in sleeve, etc. Qu'est-ce qui fait que certaines techniques sont plus efficaces que d'autres? Comment est-ce qu'on construit certaines techniques? Qu'est-ce que ça donne comme look? Donc aujourd'hui, je vais brosser un tableau général sur les 4 techniques de tricot qui existent le plus pour construire des pulls. Il en existe bien d'autres, mais je vous dresse vraiment un tableau très très grossier parce que je ne vais pas rentrer dans les détails sur les constructions, sur les augmentations, etc. Mais pour que vous voyez un peu les différentes options que vous avez lorsque vous tricotez et pour lorsque vous regardez un patron, tiens, ben ça doit être construit comme ça ou ça comme ça. Petit café comme d'habitude, merci à celles qui ont contribué à la chaîne. Alors, il y a moyen de faire des donations PayPal ou un Ko-fi. Ça m'aide à acheter ce genre de choses qui sont derrière, vous voyez, les lumières qui sont ici, à investir pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité. Merci à toutes en tout cas. Voilà, vous n'êtes pas obligés, hein. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire la même leçon, mais bon, pour ceux qui seraient arrivés, il y a moyen de vous abonner, il y a moyen de participer ou pas. Je donne des vidéos techniques gratuites. Je suis pour le principe de ne pas faire de la rétention d'informations, mais voilà, ça me prend du temps, donc c'est sympa quand on rétribue un petit peu que je puisse avoir moyen d'investir dans du matériel de qualité pour vous offrir des vidéos de qualité. Alors, abordons le sujet du pull. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle construction d'un objet tricoté? Dans les patrons, moi par exemple, quand sur ma feuille où il y a toutes les indications avec la laine à utiliser, les aiguilles à utiliser, les tailles, le matériel nécessaire, j'ai un paragraphe nommé construction. En fait, la construction, c'est quoi? C'est la façon par laquelle on va commencer la pièce. Alors par exemple, une écharpe, ça va se tricoter d'un bout à l'autre. Un châle, ça peut se tricoter en commençant par un montage en point mousse et puis en grandissant, soit en circulaire, soit en triangulaire. Ça peut être des pièces rapportées l'une à l'autre. Et un pull, eh bien, on commence et on vous explique, ben voilà, j'ai utilisé telle technique, j'ai commencé par le bas, j'ai commencé par le haut, j'ai commencé par faire l'empiècement, ou j'ai commencé par faire le corps, je fais les manches après coup, je fais les manches en même temps, etc., etc. Donc, c'est ce qui vraiment vous explique comment on a construit le pull. Dans le cas du pull. Donc ça vaut la peine de lire ce paragraphe-là, ça ne vous donnera pas beaucoup plus de détails, mais vous saurez que vous commencez par exemple par l'encolure, ou par une manche, ou par le bas du corps, et vous saurez, ah, c'est plutôt ça un bottom-up, c'est plutôt un top-down, ou c'est plutôt une construction peu classique. Donc ça, c'est vraiment, ça brosse grossièrement la façon dont vous allez tricoter, et ça vous explique aussi, par exemple, si vous tricotez tout en rond, ou si vous tricotez à plat. Parlons construction de pull. En parlant construction de pull, on sait qu'un pull, c'est 4 tubes. Enfin, ce sont plutôt des cônes, des tubes et des cônes. Ça dépend. Les manches peuvent être en tube, peuvent être en cône. Donc, on a l'empiècement qui est avant les manches. On a le tube qui est le bas du corps. On a un tube pour une manche, un tube pour l'autre manche. Donc ça fait 4 pièces, 4 zones distinctes. Alors ces zones distinctes, elles sont soit tricotées à plat, soit tricotées en rond. Quand on tricote à plat, on va tricoter les manches à plat, on va tricoter le devant, le dos, et on travaille ensuite l'empiècement, ou on travaille d'abord l'empiècement, et puis on tricote le corps. Ça va de toute façon être cousu à un moment donné, ça va devenir un tube. Donc, si vous tricotez même des pièces à plat et que vous avez un trapèze, par exemple, pour les manches, il n'empêche que ça va quand même devenir un tube parce que vous allez les coudre. Donc, vous avez 4 pièces distinctes pour le pull
en général, quelle que soit la construction, vous allez de toute façon faire d'abord une manche, faire l'empiècement, faire une deuxième manche, faire le corps, ou commencer par l'empiècement, faire le corps, faire les manches, ou faire le bas du corps, le dessus du corps et les manches. Alors, en parlant construction, y a-t-il une méthode meilleure que l'autre? Est-ce que, alors on va parler du tricot en rond et du tricot à plat. Est-ce qu'il est mieux de tricoter en rond ou est-ce qu'il est mieux de tricoter à plat? Eh bien, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est comme le papier toilette. Vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, et personne n'est d'accord. Hein. On dit « Ah ben moi ça m'embête quand c'est comme ça, et moi ça m'embête quand c'est comme ça ». Bref, il n'y a pas de meilleure méthode. Tout dépend vraiment, 1, de votre façon de tricoter, 2, de la pièce que vous allez tricoter, 3, de la laine que vous utilisez. Donc il existe des patrons qui sont plus adaptés en rond et des patrons qui sont tricotés et plus adaptés à plat. Donc à plat, c'est tricoter le devant, les dos et puis les manches et tout coudre, tandis que tricoter en rond, c'est tricoter soit le bas du corps en tube, soit le haut du corps, et puis ajouter les manches. Donc il y a 2 façons de faire, à plat ou en rond. Alors, on a beaucoup tricoté à plat. Moi, je suis de la génération où, quand j'ai appris à tricoter, on tricotait à plat. Clairement, c'était rare quand on tricotait en rond. C'était majoritairement des tricots bébés, les petites layettes de chez Fildar qu'on tricotait en rond. La majorité des choses étaient tricotées à plat et on n'avait pas d'aiguille circulaire. Enfin, du moins, moi, dans mon monde, il n'y avait pas d'aiguille circulaire. Ça existait déjà, hein. Je ne date pas de l'ère préhistorique non plus. Mais moi, personnellement, j'ai appris à tricoter à plat. Et ça m'enquiquine de coudre. Mais la couture apporte de la tenue, il faut le savoir, ça apporte une tenue. On peut créer des fausses coutures. On peut s'arranger pour relever les mailles quand on tricote en rond, de manière telle à ce que ça crée un léger rebord à l'intérieur, de manière à ce que vous ayez comme une fausse couture. Donc on peut leurrer cette technique d'aplat en tricotant en rond. Donc le tricot à plat, il a ses avantages, le tricot en rond, il a ses avantages. L'avantage du tricot en rond, c'est que vous n'avez pas à coudre. Voilà, vous n'avez pas ces pièces qui vont se décaler si vous tricotez, vous ne faites pas une couture tip-top, et vous aurez quelque chose qui va être uniforme. Parce que je connais de nombreuses tricoteuses qui tricotent à plat et puis qui abandonnent, et puis parce qu'il y a l'étape couture, et là, c'est vraiment, ça vous gonfle, et donc on arrête. Donc voilà, ça c'est vraiment une question de choix personnel, une question de choix de laine, et une question de ce que vous allez faire comme projet. Par exemple, un grand pull en torsade, un grand gilet en torsade peut avoir du sens à plat, parce que les torsades c'est lourd. Par exemple, j'en ai un ici, mais je l'ai tricoté en rond. Et quand je vous parle de faire des fausses coutures, c'est une des raisons pour lesquelles je le fais. Par exemple, ici, voilà. Moi, je m'arrange pour que, à l'intérieur du pull, je vais vous montrer en retournant la manche, voilà. À l'intérieur du pull, si vous voyez ici bien, je relève les manches de manière à ne pas relever la première maille et vous avez un rebord ici qui va faire comme si vous aviez une couture. Or, je n'ai pas cousu, j'ai relevé les mailles tout simplement. Je peux le faire au niveau des épaules. Alors, je n'ai pas le fait dans ce cas-ci. Je l'ai fait d'un côté mais pas de l'autre en fait. Vous pouvez avoir ça aussi quand vous faites, j'ai fait un Jenny Surprisingly Bind Off ici pour une épaule et pour l'autre, je me suis dit je vais essayer d'une autre manière. Donc, vous pouvez avoir une fausse couture ici aussi. Lorsque vous choisissez par exemple simplement un bête montage pour faire l'épaule, eh bien en relevant les mailles, je ne relève pas sur le brin extérieur, je relève une maille derrière et donc ça me permet d'avoir une meilleure tenue, avoir cette fausse couture qui se crée. On peut avoir une fausse couture ici aussi, par exemple, pour éviter que le pull ne tourne. Ici, par exemple, moi j'ai fait une fausse couture ici le long du corps. C'est une question de design, vous pouvez tout à fait faire ça. Vous pouvez mettre des fausses torses ou que sais-je, ou coudre, voilà. Donc il y a moyen de leurrer la couture sans problème. Voilà pour, en gros, couture, pas couture. Autre point de vue au niveau construction. Il y a ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down. Alors ça veut dire de bas en haut et de haut en bas. Ils ont tous les deux leurs avantages, tous les deux leurs inconvénients. J'en ai parlé dans cette vidéo, exactement, c'était une question qui m'avait été posée, donc je ne vais pas refaire toute l'histoire. Il faut savoir que le bottom-up, par exemple, vous permet de mieux travailler l'encolure, parce que ça vous donne plus l'opportunité d'ajuster une encolure correctement.
Et le top-down, par exemple, ça vous permet de pouvoir essayer au fur et à mesure et de faire la longueur des manches que vous voulez et la longueur de corps que vous voulez. Donc ça permet d'essayer ce que ne permet pas le bottom-up, parce que souvent on commence par le corps, et donc si vous n'avez pas assez de longueur, c'est embêtant. Donc il faut savoir calculer son coût, mais on peut le faire tout à fait. Si vous avez déjà un pull tricoté et que vous savez que la longueur est adéquate, vous posez simplement votre bas de corps sur le pull que vous avez déjà tricoté et vous tricotez jusqu'à l'emmanchure la longueur que vous voulez. Donc c'est vraiment une question de point de vue. Moi, personnellement, je préfère le top-down. Mais c'est vrai que ça ne permet pas de travailler l'encolure de la même manière et c'est en général beaucoup plus complexe et en général quand les gens abordent l'encolure dès le départ, ils se disent « Oh là là, dans quoi est-ce que je m'embarque ?» Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, moi, je préfère aborder d'abord les difficultés et avoir des trucs plus smooth après que l'inverse. Donc, c'est vrai que l'encolure prend plus de travail, nécessite de se plonger plus dans le patron quand on fait du top-down que quand on fait du bottom-up. On fait d'abord un cône et puis après, on se pose les questions du de comment on va faire l'encolure correctement et si on doit relever ou un peu plus ou un peu moins de mailles. Voilà. Alors si vous suivez tip-top le patron, là c'est vraiment une question de design, on est déjà à un stade beaucoup plus loin où vous faites des adaptations sur la forme de l'encolure, si vous voulez en V, si vous voulez quelque chose plus près du corps, tout le monde ne fait pas ça. Mais voilà, là aussi, il n'y a pas de super meilleure méthode. C'est une question de point de vue, c'est une question de design. Il y a des designers qui préfèrent tricoter en bottom-up, il y a des designers qui préfèrent tricoter en top-down, il y a des designers qui préfèrent tricoter à plat et il y a des designers qui préfèrent tricoter en rond. Allons-y, abordons maintenant le sujet des constructions. Il existe 4 constructions très classiques que vous allez rencontrer majoritairement. Premièrement, le raglan. Le raglan, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Vous avez une multitude de patrons pour le raglan. Alors, le raglan, c'est quoi? C'est un carré. Quand on regarde à plat l'empiècement, c'est un carré. Alors, soit en bas, on parle de l'empiècement, soit il est tricoté de bas en haut, soit de haut en bas. Et si vous regardez les patrons que j'ai montrés, vous verrez que, en fait, on a des lignes ici qui déterminent les encolures, les emmanchures plutôt, devant, derrière. Et bien dans le raglan, en général, on fait ces augmentations tous les 2 rangs. Et on fait 8 augmentations tous les 2 rangs. Donc une là, une là, une là, une là. J'en ai déjà parlé du raglan dans d'autres vidéos, mais c'est la méthode la plus classique qu'on connaît. Alors, soit vous faites des augmentations, soit vous faites des diminutions. En bottom-up, vous allez faire votre tube, et puis vous allez partir comme ceci, tandis qu'en top-down, vous partez comme ça, et puis vous tricotez comme ça. Voilà, ça c'est une des techniques les plus fréquentes que l'on rencontre. Alors, il y a beaucoup de raglans modifiés parce qu'un des gros inconvénients du vrai raglan qui est de tricoter comme ça, c'est la tête d'emmanchure, qui fait que souvent, ce qui se passe, c'est que soit on n'a pas assez de profondeur d'emmanchure, soit on a trop de profondeur d'emmanchure et on se retrouve avec de la masse ici en dessous. Donc, il y a une manière de pouvoir faire de telle manière à ce que la tête de manche soit beaucoup plus douce, la pente soit beaucoup plus douce et ça vous laisse un peu plus de latitude en dessous du bras. Donc ça, c'est le raglan, méthode très classique que vous connaissez tous, où on augmente de 8 mailles tous les 2 rangs. Alors, il existe des variations de raglan, j'en parlerai plus tard. L'empiècement circulaire, circulario qu'on voit partout. Ça, ça, ça ou ça. Alors, tous les patrons que je montre ici, les liens se retrouvent ici en dessous dans la barre d'infos. L'empiècement circulaire, c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent pour le moment, parce que c'est la mode, des empiècements circulaires. Et puis, il y en a qui varient un petit peu de technique et de méthode, mais l'empiècement circulaire, c'est assez typiquement nordique. C'est le fameux Lopapesa, par exemple, certains Shetland. Et donc, c'est le grand empiècement où vous avez un grand motif en jacquard, les Lopapesa. Les Lopapesa sont tricotés du bas vers le haut, et après, vous tricotez votre tube, vous tricotez les 2 bas de manche, vous allez rattacher les 2 ensemble et vous allez tricoter votre empiècement circulaire. Et puis vous allez coudre en dessous des bras pour pouvoir faire pour finir le pull, parce qu'on on se sert non pas de la totalité des manches, mais d'environ 2/3 des manches pour pouvoir faire l'empiècement circulaire et de
on va dire 3/4 du corps pour pouvoir faire l'empiècement circulaire. Donc, vous n'allez pas prendre toutes les mailles, vous allez mettre une partie des mailles en attente au niveau des manches et au niveau du corps pour faire l'empiècement du dessus. Donc, quand on tricote du bas vers le haut et quand on tricote du haut vers le bas, on commence par le col, on fait le motif et puis on va séparer manches et corps et on va monter des mailles en dessous du bras ou pas, parce qu'il y en a où ils ne montent pas très peu de mailles, et des mailles de manière à ce que vos manches, en fait, et vous allez relever quand vous allez continuer vos manches, si vous voulez, vous allez prendre les mailles en attente et puis relever sur les mailles que vous avez montées pour faire le corps pour pouvoir agrandir les manches. Alors, l'empiècement circulaire, il se fait de deux manières. Soit vous avez des cercles, convexes ou concaves, enfin dans un sens c'est concave et dans l'autre c'est convexe, d'augmentation ou de diminution. Donc, par zone, on va diminuer régulièrement pour pouvoir avoir un cône qui va avoir une circonférence plus petite ou un cône qui va avoir une circonférence plus large. Donc ça, c'est assez typique. Vous retrouverez ça beaucoup dans les empiècements circulaires très faciles où vous allez avoir X augmentation, le motif, et puis X augmentation juste après le motif pour pouvoir faire l'empiècement. Il y a aussi un autre empiècement qui, lui, se travaille en radian. Donc, soit vous faites votre encolure et vous allez travailler sur X sections, 10 sections par exemple, et vous allez augmenter au fur et à mesure. Donc, vous allez faire des trapèzes, soit des trapèzes en commençant par la base du bas et puis en diminuant, soit en commençant par la petite base et en augmentant, soit si vous faites en bottom-up ou en top-down, mais c'est une des manières de pouvoir le faire donc en radian. J'ai fait toute une vidéo sur l'empiècement circulaire et comment faire pour calculer les empiècements circulaires, parce qu'il y a tout un calcul mathématique pour les manches, pour placer les augmentations, pour placer les diminutions. Je l'ai mis ici, donc je ne vais pas redétailler. C'est quelque chose de très classique et c'est vraiment quelque chose que vous allez rencontrer. Un des gros inconvénients de l'empiècement circulaire, c'est son manque de tenue. Il n'y a rien à faire, ça manque de tenue par rapport à un raglan, par rapport à un drop shoulder, par rapport à un set-in sleeve. Vous avez moins de tenue et il y a certaines personnes qui apprécient moins parce que ça fait très volumineux sur le haut du corps. Il y a des manières de lutter contre ça, il y a des manières de placer les augmentations intelligemment, d'ajouter peut-être un peu de raglan, etc. Donc on peut faire de l'empiècement circulaire qui soit adaptatif, il n'y a pas de souci. Mais l'empiècement circulaire tel qu'on le connaît classiquement, quelquefois, ce n'est pas l'idéal. Et là aussi, on peut avoir un problème, c'est que quand plus on augmente en taille, plus il faut de mailles, forcément, pour couvrir le haut du corps. Et on se retrouve souvent avec des empiècements où l'emmanchure est beaucoup trop basse. Et quand l'emmanchure est beaucoup trop basse, ce qui se passe, c'est que quand vous levez le bras, ici, vous voyez, moi, j'ai une chemise, enfin, c'est une robe grande taille, mais mon emmanchure, elle se trouve ici, elle n'est pas là. Parce que si elle était là, en fait, ma robe remonterait. Tandis que quand l'emmanchure n'est pas trop profonde, ce qui se passe, c'est que le corps ne bouge pas. Vous pouvez tout à fait lever le bras et le corps ne va pas bouger. Donc, la hauteur d'emmanchure, elle a vraiment une importance fondamentale dans la façon dont vous allez porter le tricot. Alors, vous pouvez tout à fait avoir des emmanchures très profondes dans ce qu'on appelle les constructions Dolman ou les manches chauve-souris. Ça, c'est voulu. Ce n'est pas un empiècement circulaire avec une emmanchure mal fichue parce que vous avez mal calculé votre cou et que vous êtes une taille 48 ou 50. Donc, c'est un des gros inconvénients de l'empiècement circulaire. Maintenant, c'est une très bonne technique pour rentrer dans le monde du tricot et de s'amuser. Parce qu'on peut s'amuser vraiment très très fort avec des empiècements circulaires, aussi bien en dentelle, en torsade, en point texturé, en mosaïque, en jacquard. Donc voilà pour l'empiècement circulaire. Troisième technique, le drop shoulder. En fait, on peut dire manche qui tombe d'une certaine manière. Drop, c'est la goutte en anglais. C'est ceci. C'est le pull que j'ai ici. Voilà, ça c'est un drop shoulder. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça et vous avez ça. En fait, le drop shoulder, c'est quasiment un carré que vous tricotez. Enfin, c'est pas un carré, mais c'est vraiment un cône, une sorte de cône où vous allez faire des trous pour les emmanchures. Parce que majoritairement, on n'a même pas besoin de se tracasser de l'emmanchure. Alors, moi, je fais des emmanchures et je connais pas mal de designers qui font quand même un minimum d'emmanchures pour que ça ne soit pas vraiment un truc qui tombe tout droit. Mais le principe de base, à la base, c'est de vous tricoter tout droit le corps. Des épaules
au bas du corps ou du bas du corps aux épaules. Si vous regardez ici, vous voyez que l'épaule, elle est déjà bien bas. En fait, ça arrive ici au niveau de la jonction du biceps. Donc, vous avez vraiment ce style où vous avez les manches assez basses. Et si vous ne créez pas d'emmanchure, vous allez avoir beaucoup de matière ici en dessous. Donc, vous pouvez créer une petite emmanchure. Alors, le drop shoulder, il se tricote de deux manières. Soit vous tricotez du bas vers le haut, vous faites votre tube, puis vous allez séparer le devant et le dos, vous allez travailler le dos en faisant une légère emmanchure, vous allez travailler le devant en faisant une légère emmanchure et en faisant l'encolure, et puis vous allez terminer les épaules en faisant ce qu'on appelle un rabat à 3 aiguilles. Donc ça va vous donner de la texture, parce que le rabat à 3 aiguilles, c'est un peu comme tricoter, si vous voulez. On ne fait pas un grafting, le rabat vraiment à 3 aiguilles, c'est un peu comme coudre, si vous voulez. Donc ça vous permet d'avoir une certaine tenue au niveau des épaules, et après, qu'est-ce que vous allez faire? C'est relever les mailles et tricoter les mailles. Relever les mailles et tricoter les manches. Soit vous allez les ajouter et les coudre, en commençant par le poignet, et les coudre au niveau de l'emmanchure, soit vous allez relever les mailles au niveau de l'emmanchure et vous allez les tricoter du bras vers le bas du corps, vers la manche, pas le bas du corps. Donc ça, c'est deux manières différentes de tricoter les manches. Et puis vous avez celui que je vous ai montré ici, où on commence par le dessus. Et en fait, là, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est que pour pouvoir créer ce que vous allez avoir comme rabat, parce que vous allez tricoter quelques rangs raccourcis quand vous allez tricoter du bas vers le haut, vous allez tricoter quelques rangs raccourcis, ou rabattre des mailles, parce qu'il y en a qui rabattent des mailles pour créer une pente d'épaule, parce que vos épaules, si vous me regardez, mes épaules, elles ne sont pas comme ça, hein, elles sont pentues. Les hommes ont des épaules un peu moins pentues que les femmes, donc on travaille les rangs raccourcis légèrement différemment que pour les femmes. Et donc, vous allez soit travailler des diminutions pour avoir de moins en moins de mailles et créer cette pente, soit vous allez travailler des rangs raccourcis et vous allez coudre. Dans le cas du top-down, vous allez créer le dos et vous allez créer ces rangs raccourcis pour pouvoir faire la pente d'épaule. Et puis une fois que vous avez fini vos rangs raccourcis, vous faites une partie du dos. Et puis vous allez faire le dos. Alors ça dépend des méthodes, parce qu'il y a des méthodes où on va faire des augmentations ou pas d'augmentation. Il y en a où on va relever les mailles directement. Bref, mais ici on va dire qu'on fait donc vos pentes, vous tricotez le dos jusqu'à l'emmanchure. Une fois que vous avez terminé le dos, donc je prends ici mon exemple, vous avez votre dos ici, vous tricotez jusqu'au bas de l'emmanchure. Une fois que vous avez fini, vous tournez votre travail et vous allez relever ici vos mailles pour partir comme ceci. Un devant, deux devant, et vous allez joindre en rond pour finir le devant. Donc vous avez un dos et un devant séparés, et à un certain moment, vous allez joindre les deux et vous allez tricoter le corps du pull, et puis vous allez faire les manches. Soit vous décidez de faire les manches du poignet au bras, au biceps, et puis vous les cousez. Soit vous relevez les mailles, et puis vous allez tricoter du biceps jusqu'au poignet. Alors, visuellement, on voit rarement la différence quand vous faites du bottom-up ou que vous faites du top-down, sauf quand il y a des motifs. Ça ne se voit pas. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude du tricot, il ne saura pas dire que vous avez fait du bottom-up et là, elle a fait du top-down. Surtout si vous utilisez des astuces de faire des fausses coutures. Donc, ça va être difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le tricot et qui n'est pas qui n'a pas un peu d'expertise à ce niveau-là, de se dire « Ah, ça a été en top-down, ça a été fait en bottom-up », parce qu'en fait, on le voit au niveau des côtes, au niveau du rabat, on va le voir au niveau des épaules, on va le voir au niveau des manches. Mais ça, il faut avoir un minimum d'expertise. Donc ça, c'est vraiment une question de choix. Donc ça, c'est le drop shoulder. C'est une technique qui est vraiment facile. Il y a beaucoup de patrons qui utilisent cette technique-là dans un sens comme dans l'autre. Et ça vous permet de vous aborder et d'aborder ce qu'on appelle le set-in sleeve, qui est la dernière technique dont je vais vous parler. Alors, set-in sleeve, ce sont les manches montées. C'est une technique qu'on utilise quand on parle couture. On monte les manches. Ici, sur ma robe, les manches sont montées. En fait, vous allez créer votre corps et vous allez vraiment faire de telle manière à ce que vous ayez une tête d'épaule à votre manche, et cette tête d'épaule va venir ici, sur la pointe de votre épaule, et donc vous allez avoir quelque chose qui va super bien tomber. Alors, il y a beaucoup de set-in sleeve qui se font à plat, mais on peut le faire en rond. Personnellement, je le fais en rond et je fais les manches en même temps. Et là, c'est vraiment une question
de se dire ça doit fonctionner comme ça et il faut suivre le patron parce qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Pour moi, c'est la méthode de patron qui convient le mieux et qui s'adapte le mieux, qui est le plus propre et qui a le meilleur rendu, qui est le plus proche du corps. J'adore par exemple les cardigans, des pulls en satin sleeve parce que ça vous donne un fini vraiment très très propre. Ce qui sera beaucoup moins le cas dans le cas d'un raglan, beaucoup moins le cas dans le cas d'un drop shoulder. C'est une question de design, c'est une question de choix, hein. C'est vraiment quel look vous voulez donner à votre pull. Par exemple, le pull que je viens de designer en drop shoulder, il était voulu drop shoulder, c'était pas question de faire un satin sleeve parce que je voulais pas quelque chose de proche du corps. Donc le satin sleeve, vous allez le tricoter, soit vous tricotez en commençant comme le drop shoulder, ou vous allez commencer par les pentes d'épaule, donc du haut vers le bas. Vous allez faire une partie du dos, vous allez faire une partie du devant, et vous allez soit tricoter tout le dos et puis tout le devant, et puis faire des manches montées. Et là, la tête de manche, il faudra la faire. Soit vous travaillez votre tête de manche du bas vers le haut, et vous cousez votre manche, et vous allez coudre votre tête de manche. La tête de manche, elle est comme ceci. Soit vous partez ici et vous faites des rangs raccourcis pour créer cette tête de manche. Parce que c'est ce qui est le plus joli, c'est vraiment quand vous avez cette forme, comme ceci, et c'est là qu'on peut jouer avec des formes de manches, un peu avec un peu d'augmentation ici, vous allez avoir un effet un peu ballon, c'est pas ballon, je ne sais plus exactement comment on appelle, je m'y perds moi dans les noms, je vous avoue, c'est le genre d'information que je ne retiens pas, il faut toujours que j'aille vérifier, mais vous pouvez avoir un léger effet pour avoir une manche un peu bouffante, donc vous pouvez travailler ça avec des rangs raccourcis et en faisant des augmentations. Donc on peut jouer beaucoup sur le style un peu plus, vous avez beaucoup de cardigans, beaucoup de pulls qui sont dans cette construction-là, qui datent des années 40, des années 50, c'était très le style du satin sleeve à l'époque, et vous aviez un peu ces manches un peu bouffantes sur le haut de l'épaule pour donner un effet très classe, mais aussi donner un peu plus de carrure à la personne. Donc, ces manches-là, vous allez les travailler soit, je vous ai dit, vous allez travailler le dos puis le devant, et vous allez faire soit recoudre la manche, soit vous allez partir en rang raccourci. Mais il existe aussi ce qu'on appelle la méthode de satin sleeve en contiguous, c'est-à-dire que vous allez tricoter vos rangs raccourcis du dos. Vous allez relever les quelques mailles qui sont le long de la lisière. Vous allez relever les mailles sur le devant, ici au niveau de l'épaule pour faire le devant. Et vous allez travailler vos épaules au fur et à mesure. Donc vous allez créer cette pente d'épaule avec des augmentations. Alors j'ai un patron, j'en ai même deux, et c'est trois je pense, je ne sais plus. Mais enfin le plus récent c'est le Gustave qui est un patron pour hommes où j'ai vraiment utilisé cette technique pour pouvoir faire la tête d'épaule, où vous avez vraiment un travail pour que la manche vienne ici tip top au niveau de la pointe de l'épaule. Alors ici c'est là que les mesures sont vraiment vraiment importantes parce que si vous avez un patron qui n'est pas bien fichu, vous risquez de vous retrouver avec une tête d'épaule ici au niveau du milieu du biceps ou une tête d'épaule qui ne va pas être bien mise à sa place et là ça va vous gêner lorsque vous allez le porter. Donc je rappelle, soit vous le faites à plat et là dans ce cas-là vous allez faire travailler votre devant et vous allez créer le bas de l'emmanchure, créer le dessus, faire le dos, idem, travailler le bas de l'emmanchure, faire le dos, faire les rangs raccourcis ou les diminutions pour créer les deux. Vous allez joindre les deux épaules et puis vous allez créer votre manche à plat en commençant par la manchette en général et puis vous allez tricoter votre tête de manche, votre haut de manche et puis vous allez diminuer pour faire cette fameuse courbe que l'on retrouve sur les patrons de couture et puis vous allez coudre votre manche. D'abord du poignet jusqu'en dessous du bras et puis vous allez coudre ici au niveau de l'épaule. Alors c'est là que la couture, c'est un problème, parce que si vous n'êtes pas très soigneux, ça se voit très fort et c'est très moche. Donc moi personnellement, le satin sleeve, je l'aime bien en contiguous parce que ça me permet de donner de la structure sans devoir coudre, parce que j'aime pas coudre les tricots. Donc voilà en gros ce que c'est que le satin sleeve. Il peut se tricoter de bas en haut ou de haut en bas ou à plat ou en rond. Pour terminer, il faut savoir que je vous ai donné ces 4 techniques, mais il n'existe pas que 4 techniques. Il y a pas mal de techniques hybrides. Vous avez par exemple un pull en circulaire qui termine par un raglan. Vous avez des manches marteau qui terminent par un raglan. C'est ce qu'on appelle le contiguous. Vous avez un mélange
de genre en fait. Dans les patrons, vous pouvez tout à fait, le set-in sleeve non, parce que c'est vraiment très particulier, mais souvent on mélange aussi empiècement circulaire et empiècement et en raglan, donc empiècement en raglan, parce que l'empiècement circulaire, je vous ai dit, c'est un problème, et à un certain moment il manque des mailles pour pouvoir joindre, et bien on va s'arranger pour en dessous du bras faire un faux raglan pour avoir un peu plus de mailles sans devoir augmenter sur tout le tour et n'augmenter qu'au niveau des manches. Donc il y a des techniques pour pouvoir faire ça, pour pouvoir apporter un tout petit peu plus de tenue au corps, pour avoir un empiècement circulaire qui soit moins, qui tombe moins sur les épaules et qui soit un peu plus fit, si vous voulez. Donc ça, c'est cette technique-là. La fameuse épaule manche marteau où vous allez augmenter que d'abord sur le devant et que sur le dos, et puis après vous arrivez ici, vous allez faire ce qu'on appelle un faux raglan, parce que ça ne va pas être un vrai raglan, parce que souvent ce qui se passe, c'est que vous allez augmenter plus sur le corps, mais uniquement sur les manches. Donc ça, c'est cette technique-là. La manche marteau, c'est aussi quelque chose de particulier, on peut aussi le faire à plat. Et puis, vous avez des techniques qui sont tout à fait différentes, comme ça, par exemple, comme ça, comme ça. Donc, par exemple, tricoter un pull du bas, juste le bas, et puis tricoter une manche à l'autre. Ou tricoter une manche à l'autre, et puis faire un tube, et puis tricoter, donc tricoter dans un sens comme ça, hein. Donc, tricotez votre manche en tube, séparez dos et devant, tricotez à plat, puis tricotez rejointe en rond au niveau de l'épaule, et puis retravailler au niveau de la manche. Et puis après, vous avez séparé corps et devant, et vous allez relever toutes les mailles pour tricoter du haut en bas, pour pouvoir faire le corps. J'ai un patron qui s'appelle Isola qui est construit comme ça. Il y a un patron de Stephen West qui ressemble un peu à ça, mais en fait, il a tricoté à plat 2 pièces. Donc, vous allez tricoter en longitudinal. Et puis, vous avez une multitude d'empiècements circulaires qui n'en sont pas. Donc, les techniques, ça, c'est vraiment une question de style. Il y a aussi le fait de jouer avec des rangs raccourcis dans l'empiècement circulaire. C'est le cas de Stephen West, par exemple, sur certains pulls. Il joue avec un empiècement circulaire. Il y en a un qui est très connu, qui est celui-ci. Je ne me souviens plus de son nom, mais je vous le montre quand même. Vous savez duquel je vous parle, mais en fait, l'empiècement circulaire est complètement décentré. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez tout à fait jouer au niveau des techniques. Par exemple, le raglan, personnellement, le raglan, je le fais jusqu'à la hauteur d'emmanchure préconisée, et puis j'ajoute des mailles en dessous du bras pour pouvoir créer une courbe au niveau de la tête de... Enfin, c'est plus la tête de manche, là, c'est vraiment la jonction entre la tête de manche et le corps de la manche pour éviter d'avoir trop de matière ici en dessous du bras. Donc, il y a plein de techniques qui sont différentes. C'est à vous à explorer. Essayez ce qui vous plaît, essayez de vous lancer. Pas avoir peur, en fait. N'hésitez pas à avoir peur. Profitez-en peut-être pour tricoter des petits pulls pour faire pour Noël, pour avoir des petits formats, pour avoir une idée de ce que c'est que tricoter un raglan, par exemple. Il y a pas mal de patrons, de petits pulls à tricoter pour mettre dans le sapin, en raglan, en empiècement circulaire, ou tricoter des pulls enfants. C'est l'occasion, bébé plutôt, parce que ça vous permettra non pas de devoir vous lancer dans une grande technique et vraiment en une petite pièce, vous arrivez à un résultat satisfaisant. Donc voilà pour cette vidéo. Elle était très informative, elle était très généraliste parce qu'il y a toutes sortes de calculs qui se cachent derrière évidemment, donc c'est pas si simple que ça, mais ça vous permet d'aborder le sujet de la construction du pull et de trouver ce qui vous convient. Parce qu'il y a des personnes chez qui l'empiècement circulaire ne va pas convenir, parce qu'ils ont des épaules, on n'est pas tous dans le même moule forcément, et donc il y a des personnes qui ont des épaules qui descendent un peu plus, ou qui ont des épaules beaucoup plus larges, et donc il y a des pulls qui leur vont un peu mieux ou un peu moins bien. Personnellement, moi j'aime bien les set-in sleeve parce que l'avantage du set-in sleeve, c'est que quand on a une forte poitrine, on peut jouer sur la hauteur d'emmanchure et faire beaucoup d'augmentation en dessous des bras pour pouvoir y caser sa poitrine. Voilà, ça c'est une technique que j'aime bien. Mais voilà, c'est divers et varié. N'hésitez pas à explorer, à vous aventurer, à essayer. Ce sera à la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter si vous avez apprécié la vidéo. Je rappelle que je serai au NITIT à la fin du mois, 23 et 24 septembre ou 24 et 25 septembre. Donc je serai à Lyon ce week-end-là. Si vous avez envie de me voir, c'est l'occasion. Si vous avez envie de commander de la pérégrine, n'hésitez pas et vous faites un retrait. Vous pouvez mettre livraison domicile. C'est marqué si vous êtes en France, vous pouvez faire le choix. Idem pour la Belgique. Lorsque vous choisissez votre méthode d'envoi, vous pouvez faire un enlèvement sur site. N'hésitez pas à faire comme ça parce que j'aurai un stock limité. Je ne peux pas remplir
ma voiture avec tout le stock que j'ai, donc quand il n'y a plus, il n'y a plus. Je vous montrerai les nouvelles couleurs qui ont été faites en collaboration par une teinturière. Je vous le montrerai la prochaine fois et ce sera à samedi prochain.